Les années 1980 ont été une époque où le monde était littéralement porté par une vague d'enthousiasme pour tout ce qui était nouveau. Les grandes marques rivalisaient, cherchant constamment le prochain goût audacieux, le prochain produit qui pourrait changer les habitudes alimentaires de millions de personnes. Ce fut une décennie où les entreprises étaient prêtes à tout risquer juste pour tester une idée, aussi audacieuse ou inhabituelle qu'elle puisse paraître. Mais c'est précisément dans cette créativité tumultueuse que sont nés certains des échecs les plus spectaculaires de l'histoire alimentaire. Des produits lancés avec de grands espoirs ont finalement laissé derrière eux seulement de l'étonnement, de la déception ou de simples hochements de tête, avant de disparaître presque silencieusement des rayons. Ces aliments, autrefois destinés à marquer l'histoire, sont finalement devenus de dures leçons sur l'évolution des goûts, les mauvaises stratégies ou des idées qui étaient simplement trop éloignées de la réalité des consommateurs. Et aujourd'hui, quand nous regardons en arrière, ces échecs racontent plus qu'une simple anecdote. Ils parlent d'ambition, de courage, d'erreur et d'une décennie qui n'avait pas peur d'expérimenter. Au cours de ce voyage, nous découvrons 10 produits qui ont été lancés dans le monde avec beaucoup d'attentes, mais sont devenus de simples notes de bas de page silencieuses de l'histoire culinaire dans les années 1980. Gasnier, New Coke, 1985. Quand Coca-Cola a décidé de modifier sa célèbre recette en 1985, le New Coke était censé être un pas audacieux vers l'avenir. Le nouveau goût était plus sucré, plus doux et devait paraître plus moderne, mais la réaction des consommateurs a été complètement différente de ce qui était attendu. Pour beaucoup de gens, Coca-Cola était plus qu'une simple boisson, c'était une partie familière de leur quotidien, un souvenir d'enfance et de moments partagés. L'introduction de la nouvelle formule leur a donné l'impression d'une perte. En quelques semaines, une indignation nationale a éclaté, des groupes de protestation se sont formés et d'innombrables plaintes ont atteint l'entreprise. Le lien émotionnel des consommateurs avec la recette originale était si fort que Coca-Cola a été contraint, après seulement 69 jours, de ramener l'original sous le nom de Coca-Cola classique. Le New Coke est resté brièvement dans l'assortiment sous le nom de Coke 2, mais a rapidement disparu définitivement. Cet échec est devenu l'un des exemples les plus connus de la dangerosité de modifier un classique emblématique. 2. McDLT, 1985. Le McDLT était la tentative de McDonald's de créer une expérience burger entièrement nouvelle. Le concept semblait innovant. Les ingrédients chauds comme la viande et le pain se trouvaient d'un côté de l'emballage, tandis que la salade, les tomates et le fromage devaient rester frais de l'autre côté. Ce n'est qu'avant de manger que les deux moitiés étaient assemblées pour garantir une fraîcheur maximale. Mais la réalité était différente. Le grand emballage en polystyrène était encombrant, peu pratique et totalement déplacé, à une époque de préoccupations environnementales croissantes. De nombreux clients ont trouvé le système fastidieux et au lieu d'une expérience moderne, le McDLT semblait plutôt maladroit et surtechnicisé. Bien que l'idée ait initialement suscité la curiosité, le produit n'a pas duré longtemps. Au début des années 1990, il a été retiré, alors que McDonald's passait à des emballages plus écologiques et que des burgers plus simples et plus pratiques étaient en les préférés. Le Max DLT reste à ce jour un exemple de la façon dont une idée créative peut échouer si elle ignore les besoins des consommateurs. 3. Crystal Light Soft Drinks, 1984. Lorsque Crystal Light a tenté de passer du célèbre concentré en poudre au marché des boissons gazeuses, prêtes à boire, on croyait à une grande opportunité. Les années 1980 étaient marquées par les régimes, les produits hypocaloriques et une conscience croissante de la santé. Une boisson légère, rafraîchissante et peu calorique semblait parfaitement s'inscrire dans l'air du temps. Mais c'est là que le problème a commencé. Les boissons gazeuses, Crystal Light prêtes à boire avaient un goût artificiel, peu de pétillant et ressemblaient plus à une boisson diététique aqueuse qu'à une véritable alternative au cola ou à la limonade. Les consommateurs qui s'attendaient à une expérience de boisson gazeuse complète se sont sentis déçus. De plus, le lien étroit avec la version en poudre a créé de la confusion. Était-ce une boisson gazeuse, un produit diététique ou quelque chose entre les deux? Face à une forte concurrence comme le Diet Coke ou le 7-Up Light, Crystal Light n'avait aucune chance. Peu de temps après, les boissons ont de nouveau disparu des rayons.
Leur échec a clairement montré à quel point il est difficile de transférer avec succès une marque dans une catégorie de produits entièrement nouvelle. 4. Dr Pepper Gum, 1983. Lorsque Dr Pepper a décidé de transformer le goût unique de sa célèbre boisson gazeuse en un chewing-gum, l'idée a d'abord semblé excitante et novatrice. Le mélange inhabituel d'épices, de douceur et d'une touche de cola a fait de Dr Pepper une boisson culte, alors on espérait que cette particularité fonctionnerait également dans le chewing-gum. Au début, le produit a en effet suscité la curiosité, car beaucoup voulaient savoir si le goût familier pouvait être expérimenté sous une forme complètement nouvelle. Mais après les premiers essais, il est vite apparu pourquoi cette expérience était vouée à l'échec. Le chewing-gum n'a pas réussi à transmettre le vrai goût de Dr Pepper. Au lieu de cela, il semblait artificiel, plat et laissait un arrière-goût désagréable. La durée limitée du goût a également été rapidement critiquée. Après quelques minutes, il ne restait plus qu'un chewing-gum mou et insipide. La combinaison d'une idée inhabituelle et d'une mise en œuvre décevante a fait que le produit n'est resté sur le marché que brièvement. Au final, le Dr Pepper Gum est devenu l'une de ces expériences des années 1980 qui prouvent que tous les goûts cultes ne peuvent pas être simplement transférés sous une nouvelle forme. 5. Oreo Big Stuff, 1986. Avec l'Oreo Big Stuff, Nabisco voulait offrir le biscuit le plus populaire au monde sous une forme encore plus généreuse et impressionnante. Un seul Oreo surdimensionné avec d'épais biscuits au chocolat et une énorme quantité de garniture devait être la promesse ultime de plaisir des années 1980. L'idée semblait d'abord tentante. Plus de crème, plus de croquant, plus d'Oreo. Mais ce « plus » est vite devenu un problème. De nombreux consommateurs ont trouvé le biscuit tout simplement trop grand, trop sucré et trop difficile à manipuler. Ce qui était parfaitement équilibré dans le petit Oreo semblait surchargé et difficile à manger dans le Big Stuff. La garniture crémeuse dans cette taille est vite devenue écrasante, et les épaisses couches de biscuits rendaient chaque bouchée dense, lourde et peu harmonieuse. À cela s'ajoutait un prix nettement plus élevé qui a découragé de nombreux clients. Bien que l'Oreo Big Stuff ait aujourd'hui un statut culte parmi les nostalgiques, il n'a pas été un succès commercial à l'époque et a disparu des rayons avant la fin de la décennie. Son échec montre que la taille seule ne suffit pas quand l'équilibre familier d'un classique est perdu. 6. Sizzlin' Fake Bacon, début des années 1980. Sizzlin' a été commercialisé comme l'alternative plus saine au bacon traditionnel, suscitant ainsi l'intérêt à une époque où de nombreux consommateurs essayaient de réduire les graisses sans renoncer au goût habituel. Le produit était composé d'un mélange de porc et de bœuf, était moins gras et cuisait plus rapidement, ce qui, à première vue, en faisait une solution moderne pour les foyers soucieux de leur santé. Mais la désillusion fut rapide. Le goût fumé typique qui rend le bacon si populaire était presque totalement absent, et la consistance semblait artificielle et caoutchouteuse. Beaucoup ont décrit Sizzlin' comme un produit qui tentait d'être du bacon, sans vraiment égaler l'original. Au lieu d'une texture croustillante, il y avait le plus souvent quelque chose de mou, de plat, qui ne ressemblait ni au bacon ni n'en avait le goût. Lorsque des produits allégés de meilleure qualité sont apparus sur le marché à la fin des années 1980, Sizzlean a rapidement perdu de son importance et a finalement disparu. On s'en souvient aujourd'hui comme d'une tentative de réinventer le classique bacon, qui a cependant échoué sur l'essence même de ce que les gens aiment en lui. 7. High C Ecto Cooler, 1987. Le High C Ecto Cooler était une boisson vert vif, spécialement conçue pour profiter de l'énorme succès de la franchise Ghostbusters. Avec sa couleur frappante, son goût d'agrumes aigre-doux et son emballage distinctif, elle est rapidement devenue une boisson préférée de nombreux enfants. En particulier en Europe, où Ghostbusters était également populaire, le produit s'est rapidement répandu et est devenu un symbole des tendances exagérées et colorées des années 1980. Cependant, comme tant de produits trop étroitement liés à un film ou une franchise, l'Ecto-Cooler a perdu de son importance dès que l'engouement s'est estompé. Le goût artificiel était trop sucré, trop intense et trop éloigné des jus de fruits naturels pour beaucoup à la longue. Et la couleur vert vif, qui avait initialement fait sensation, a rapidement été perçue comme non naturelle et peu appétissante.
Lorsque les consommateurs ont finalement préféré des boissons plus saines et moins artificielles, l'ectocouleur a rapidement perdu du terrain. Au début des années 2000, il a définitivement disparu des rayons. Néanmoins, il reste pour beaucoup un symbole nostalgique d'une époque où la couleur, le plaisir et la culture pop étaient plus importants que le naturel. 8. Pudding Pops, 1982. Les Pudding Pops ont été introduits au début des années 1980 comme un nouveau type de dessert glacé. Du pudding crémeux, congelé comme une sucette glacée. L'idée était séduisante, car elle promettait une combinaison de richesse crémeuse et de rafraîchissement frais. Soutenus par une grande campagne publicitaire et une promotion de premier plan, les Pudding Pops ont d'abord connu un bon démarrage. Mais avec le temps, les faiblesses du produit sont devenues évidentes. La consistance était souvent incohérente. Ils fondaient à trop vite dans la main, devenaient collants et perdaient alors leur forme. Au lieu d'une bouchée agréable, ils offraient souvent une texture pâteuse et instable qui décevait de nombreux consommateurs. Le goût était également plus intense et plus sucré que celui des glaces traditionnelles, ce qui ne plaisait pas à tout le monde et rendait le réachat difficile. À cela s'est ajoutée une concurrence croissante de produits glacés plus crémeux et stables et d'alternatives de type sorbet qui duraient plus longtemps et offraient une sensation en bouche plus familière. Vers la fin des années 1980, les Pudding Pops ont finalement disparu des rayons des supermarchés. Aujourd'hui, on les mentionne avec nostalgie, principalement comme le symbole d'une bonne idée qui a échoué dans sa mise en œuvre pratique. 9. Fruit Wrinkles, 1984. Les Fruit Wrinkles ont été commercialisés comme une alternative plus saine aux bonbons traditionnels. De petits morceaux de fruits secs, recouverts d'une légère couche de sucre, devaient donner aux parents le sentiment d'offrir quelque chose de plus naturel et de plus conscient à leurs enfants. Mais c'est précisément ce mélange qui a rapidement semé la confusion. La surface fortement sucrée ne faisait guère paraître le produit sain, tandis que la consistance était, pour beaucoup d'enfants, trop dure, trop ferme et peu agréable. Face aux snacks fruités colorés et intensément aromatisés d'autres marques, les Fruit Wrinkles semblaient tout simplement ennuyeux et peu attrayants. La publicité, qui misait sur le naturel, n'a pas non plus réussi à masquer le goût plutôt fade. Avec la concurrence croissante dans les rayons de snacks, les Fruit Wrinkles ont perdu de plus en plus de place et ont finalement disparu discrètement des magasins. Aujourd'hui, ils sont considérés comme un exemple de la façon dont un produit peut rester coincé entre le sain et le délicieux sans vraiment répondre à l'une ou l'autre de ses attentes. 10. Like Cola, 1982. Like Cola a été lancé à une époque où les grandes entreprises de boissons cherchaient toujours à atteindre de nouveaux publics. Cette boisson était présentée comme un cola avec beaucoup moins de caféine et s'adressait aux consommateurs qui voulaient le goût d'un cola classique, mais pas son effet stimulant. L'emballage semblait moderne, le slogan promettait naturel et légèreté, et au début, l'intérêt était bien présent. Mais peu après son introduction, un problème fondamental est apparu. Le goût n'était pas convaincant. Beaucoup ont décrit Like Cola comme faible, plat, et sans le caractère typique que les amateurs de cola attendaient. La tentative de vendre moins de caféine comme un avantage n'a pas non plus fonctionné. La plupart des consommateurs ne voulaient pas un cola allégé, ils voulaient un cola qui ait du goût. De plus, la concurrence a rapidement augmenté, car au même moment, Coca-Cola et Pepsi ont tous deux lancé leur propre version décaféinée, avec un goût nettement meilleur. Face à de tels concurrents, Like Cola n'avait aucune chance. La boisson a disparu des rayons après peu de temps et était restée un autre exemple de produit qui poursuivait une idée pour laquelle il n'y avait finalement pas de réel besoin. Kiedy dziś patrzymy wstecz na te 10 nieudanych innowacji żywieniowych z lat 80., dostrzegamy w nich znacznie więcej niż tylko kuriozalne produkty minionych dekad. Każdy z tych pomysłów zrodził się z odwagi, z chęci eksperymentowania, z pragnienia stworzenia czegoś zupełnie nowego. Ale równie mocno pokazują nam, jak wrażliwy jest gust publiczności i jak szybko ambitna koncepcja może runąć na oczekiwaniach konsumentów. Niektóre z tych produktów poniosły porażkę, ponieważ wyprzedzały swoje czasy. Inne, ponieważ zbyt daleko odbiegały od znanych nawyków. Niektóre padły ofiarą trendu, który wygasł szybciej niż ich producenci się spodziewali. Ale wszystkie razem opowiadają fascynującą historię epoki, w której duch wynalazczości nie znał granic. I być może właśnie to stanowi ich urok.
Przypominają nam, że postęp zawsze oznacza próbę i błąd, że każda innowacja jest ryzykiem i że nawet największe marki na świecie czasem muszą się potknąć, aby zrozumieć, czego ludzie naprawdę chcą. Lata 80. dały nam wiele niezapomnianych produktów, ale te porażki pokazują, że nawet najbardziej spektakularne pomysły nie zawsze znajdują drogę do przyszłości.